J'ai le plaisir de présenter mon nouveau livre qui s'appelle « Bonne nouvelle des conspirateurs du futur ». Alors on peut se demander pourquoi ce titre alors qu'on n'est pas complètement, en tout cas en Europe, sorti de la crise. En réalité, ce livre est le prolongement de deux ouvrages que j'ai sortis ces dernières années, notamment l'un il y a quelques mois. Le premier, c'était « Le courage du bon sens ». C'était au moment des présidentielles précédentes pour essayer de donner des messages et des indications à la France d'en haut pour faire en sorte que nous retrouvions sur le plan international le rang que nous devrions avoir et que nous avons perdu. Et puis le deuxième, c'est le livre que j'ai sorti avec des collègues sur libérer l'innovation dans les territoires, qui est un rapport officiel, donc j'ai fait une version de poche et de synthèse, montrant qu'en réalité, si la France d'en haut va mal et nous a fait tomber bien bas, eh bien heureusement, il y a une France d'en bas, celle des entrepreneurs, de ceux qui tous les jours prennent des initiatives sur le terrain et pas simplement dans les entreprises mais aussi dans les collectivités pour faire en sorte que les choses changent et qui réussissent à le faire. Donc j'ai, au travers de ce livre, Bonne nouvelle des conspirateurs du futur. Et les conspirateurs, vous l'avez compris, ce sont les entrepreneurs, ceux qui prennent leur avenir en main et qui n'attendent pas que les choses viennent d'ailleurs et en général ne viennent pas toutes seules. Eh bien ces conspirateurs, ils nous apportent des messages tout à fait encourageants pour l'avenir et ils donnent une autre image de la France. Et donc, si on voulait résumer et m'arrêter là dans ma présentation, mais ce que je ne vais pas faire naturellement, je pourrais dire que c'est la France d'en bas qui pourra nous sortir par le haut si on a le courage de cesser d'agir d'en haut comme on le fait en prenant des mesures de type jacobin où on pense que tout le monde va marcher au pas des 35 heures, au pas du Grenelle de l'environnement, alors qu'en réalité les situations locales sont diverses et variées. Alors avant de raconter ces belles histoires, parce que je vais raconter des sagas d'hommes et de femmes qui, le plus souvent d'ailleurs, étaient placés dans des conditions tout à fait de handicap, presque insurmontables vues de l'extérieur, mais qui sont sortis grâce précisément à la capacité qu'ils ont eue de rebondir, pas tout seuls, en général avec d'autres, et il y a souvent des fratries qui sont à l'origine de leur belle histoire, et bien qui sont sortis en réussissant à transformer leur handicap en force. Et comme le dit un de mes héros, Bachir Kéroumi, qui est un aveugle, il est devenu aveugle après avoir été 18 mois en France, arrivé comme clandestin en n'étant pas majeur, eh bien, il explique que le handicap, c'est une différence qu'il faut savoir positiver. Je reviendrai d'ailleurs sur cette histoire. Mais avant de le faire, je voudrais planter un peu le décor, puisque Bonne nouvelle, c'est aussi un message qui s'adresse à nos politiques et qui aujourd'hui sont bien perdus, cherchent désespérément des moyens de remettre la France au travail. Et on va le voir qu'il y a d'abord un premier message qu'il faut faire passer, c'est qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. Comme je l'ai écrit récemment dans un petit papier, en effet, la France se distingue par un certain nombre d'exceptions. D'abord, c'est un des seuls pays européens qui recule par rapport aux autres. Alors, évidemment, s'il y en a qui avancent, c'est forcément en relatif, il y en a qui reculent. Mais la France a un niveau de vie exprimé en termes de PIB par habitant, du produit intérieur brut par habitant, qui est devenu inférieur à la moyenne européenne, inférieur de 10% à celui de nos amis anglais, même si la crise est forte chez eux, ils ont un niveau de vie par habitant qui reste plus élevé. Ils ont d'ailleurs aussi un taux de chômage qui augmente vite, mais qui reste de 2 points inférieur au nôtre. Donc tout dépend des indicateurs que l'on prend naturellement. Et la France, eh bien, est réputée pour ses exceptions françaises, notamment en ce qui concerne le pessimisme. Toutes les enquêtes montrent que nous sommes parmi les pays les plus pessimistes. Même nos jeunes sont inquiets pour l'avenir. C'est une espèce de contagion qui vient sans doute de leurs parents. Et donc, les Français, curieusement, alors, ils sont plus pessimistes que les Irakiens. Et donc, tout va bien. Et c'est bien ça qui leur pose problème. Comme disait mon grand-père, je cite souvent d'ailleurs mon grand-père maternel dans cet ouvrage, il me disait, il est mort, il était né avant la guerre de 14, et il me disait, votre problème, c'est que vous manquez de rien. Bon, il reviendrait aujourd'hui, il dirait, vous pleurez la bouche pleine. Puisque le niveau de vie par habitant en France a augmenté de 50% depuis 1980, et on n'est plus malheureux. L'espérance de vie a augmenté de 44 ans depuis 1900, mais on dit que tout se dégrade. Elle a augmenté de 5 ans depuis 1980, et comme j'aime bien le dire, elle va encore augmenter de 5 ans d'ici à 2030, ça vaut le coup d'attendre. Et donc,
on peut se demander pourquoi on est si malheureux, pourquoi tout va mal. Eh bien parce qu'on a ces exceptions. On travaille moins que les autres. On croit qu'on est les plus productifs. On n'a rien compris à la productivité, puisqu'on mesure la vitesse de ceux qui courent. Mais en réalité, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui courent, la distance totale parcourue n'est pas très élevée. C'est ça la richesse produite. Et donc la productivité, c'est un indicateur qui est porteur d'illusions. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse moyenne de ceux qui courent, la productivité, mais c'est la distance totale parcourue par tous ceux qui courent. Et donc ce qu'il faut, c'est créer plus de richesse et mettre tout le monde au travail. Et chez nous, il n'y a pas assez de gens au travail, et notamment le taux d'emploi, comme on dit, donc la proportion de gens effectivement employés, est beaucoup plus faible qu'en Allemagne, notamment chez les jeunes et aussi chez les plus de 55 ans ou plus de 60 ans, comme on veut. Donc là, on sait très bien quels sont nos défauts, mais on n'a pas le courage de s'y attaquer, et on continue à travailler l'équivalent de 2 semaines de moins que l'Allemagne par habitant. On est à 680 heures par habitant et par an pour ceux qui travaillent, enfin en moyenne, compte tenu du fait qu'il y en a peu qui travaillent. Et on travaille l'équivalent de 3 semaines de moins que la moyenne communautaire, 5 semaines de moins que nos amis britanniques. Bref, il faut remettre la France au travail. Et donc c'est tout le problème des 35 heures, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est un véritable drame, puisque finalement d'ailleurs dans les entreprises, on a tué les temps morts, alors qu'il faut des temps morts pour vivre le lien social. Donc il y a des entreprises comme la SNCF, ils font grève, finalement parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de se voir tous ensemble. Donc ça, c'est une manière un peu humoristique de présenter les choses, mais qui correspond à un véritable problème. Le grand marché de demain dans nos sociétés modernes, c'est d'abord la solitude. Et un des aspects les plus importants de la crise à mes yeux, c'est le fait que l'accumulation de biens, eh bien, lorsqu'elle n'est pas porteuse de liens, ne rend pas les gens plus heureux. Et donc je me réjouis, bonne nouvelle. Cette crise que l'on connaît est une crise d'abord d'un modèle de croissance. Nous ne pourrons pas, et dans le monde tout est en train de changer, nous ne pourrons pas continuer à avoir une croissance à la papa, de croissance du PIB, la croissance de l'accumulation de biens matériels, car les ressources sont limitées, et aujourd'hui il y a des centaines de millions de Chinois qui nous ont rejoints sur le banquet de la croissance, et ça fait partie des bonnes nouvelles que j'évoque. Donc il faut se réjouir du fait que finalement on connaisse une croissance sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais il faut s'inquiéter pour les gens qui, comme nous, finalement ont perdu un sens à la vie, ne savent pas trouver des repères. Et donc je vais en proposer, notamment tout au long de cet ouvrage, et notamment le repère au travers du projet. Car quand on a un projet, quand on a quelque chose en tête qui donne envie de se lever matin, on ne se pose pas la question du sens. Ou quand on a des enfants, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on travaille. On part sur le travail tout simplement pour les éduquer et pour le plaisir de les voir se lancer dans la vie et de les aider à le faire. Donc la France, eh bien, c'est un pays d'exception, et donc il faut qu'elle renonce à ces exceptions et qu'elle cesse de penser que lorsqu'elle a une idée, elle est forcément plus géniale que les autres. On a fait aussi le Grenelle de l'environnement, et on sait ce qu'il faut faire, la mère des réformes. Là, c'est aussi une bonne nouvelle que je donne au passage, c'est que nous sommes finalement les responsables et les coupables de nos difficultés, parce que la mondialisation est la même pour tout le monde. Mais il y a des pays, je pense aux Pays-Bas par exemple, ou à l'Allemagne par certains aspects, où le taux de chômage est 2 fois plus faible que chez nous. Les contraintes sont les mêmes, mais les conséquences ne sont pas les mêmes, donc ce qui montre bien qu'il y a un caractère endogène. Alors c'est un mot qui paraît un peu barbare à certains esprits qui n'ont pas toujours fréquenté les bancs des universités, mais c'est un mot important pour montrer que c'est en nous, c'est en fonction des contextes locaux que les manières de subir les conséquences externes se différencient. Donc les facteurs se développant sont endogènes, et je me réjouis du fait que, par exemple, on va avoir une énergie qui va être de plus en plus chère. Et j'ai toujours dit, j'ai commencé ma carrière sur des questions énergétiques lorsque j'étais au CEA, il y a une 40aine d'années, et on avait déjà en tête l'idée que ce qui est rare, c'est le pétrole bon marché, mais qu'il y a pléthore de pétrole cher. Donc c'est une bonne nouvelle. Le renchérissement actuel, à condition qu'il soit progressif et planifié, parce qu'autrement ça fait des à-coups, ça fait des chocs. Et je vous rappelle tout simplement quelques chiffres assez amusants à rappeler. En 1973, à 4 $ le baril, on avait 30 ans de réserves prouvées de pétrole. En 2003, à 47 $ le baril, on avait 45 ans de réserves prouvées de pétrole. Et en juin 2008, à 150 $ le baril, on avait aussi au moins 150 années de réserves prouvées de pétrole. Mais le débat entre les experts les divise, et certains pensent que c'est 1 siècle ou d'autres 3 siècles. Donc je vous laisse faire votre choix. Ce qui est en tout cas intéressant, c'est de se rendre compte que l'énergie chère dans laquelle on rentre va nous amener à repenser complètement nos modes d'organisation et de comportement. Bref, on va avoir des défis à relever et on va plus s'ennuyer.
Et on va se revenir aux questions essentielles, qui sont les questions du sens de la croissance et du fait qu'il faut retrouver des raisons de se lever le matin pour agir avec d'autres autour de projets. C'est un peu un des messages aussi forts de ce livre, c'est qu'il faut cesser d'imaginer qu'on va construire une société de projet, je pense aux hommes politiques, un projet de société, pardon, mais qu'il faut plutôt construire une société de projet, c'est-à-dire d'acteurs qui, là où ils sont, se rassemblent les uns les autres pour tous collectivement prendre en charge les défis qui sont posés, et notamment le défi des entrepreneurs, ceux qui veulent innover, on ne le fait pas tout seul. Alors ça, c'est le message de départ, siffler la fin de la récréation et rappeler aussi que la mère des réformes, c'est la réforme de la dépense publique. Car si nos entreprises ne sont plus compétitives, je vous rappelle que 40% de déficit vient de l'Allemagne, c'est aussi parce que le coût du travail, alors même si ça a été un petit peu contesté ou discuté, mais là le résultat tendance est connu, le coût du travail en France est devenu plus élevé que celui de l'Allemagne, alors qu'il y a 10 ans c'était l'inverse, tout simplement en raison des charges sociales et du fait que chez nous, le poids des dépenses publiques est de 10 points plus élevé que celui de l'Allemagne. Et donc nous sommes un pays qui n'est pas, qui de cette manière est suradministré, et avec un problème donc de réforme du management de la fonction publique. Et naturellement, je veux plus de services publics, mais plus de services publics ne veut pas dire nécessairement plus de fonctionnaires. Il ne faut pas confondre service public avec statut public des agents qu'ils rendent. On peut confier des services publics à des entreprises privées sous contrat. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic et qu'on sait que finalement le mal entend nous et les solutions aussi, eh bien à ce moment-là, on s'interroge, mais finalement, il suffirait de copier les voisins? Pas nécessairement, parce qu'il faut tenir compte des réalités locales et des contextes. Nous avons une histoire, et il ne s'agit pas il n'y a pas de modèle idéal, il y a simplement, comme on dit dans les entreprises, il y a du benchmarking, éventuellement, de tenir compte des meilleures pratiques, s'en inspirer, les transposer, les adapter. Et là, la bonne nouvelle, c'est que c'est des choses qui se font déjà en France. Pas la peine d'aller chercher à l'étranger. Et quand vous faites la carte des territoires, eh bien on se rend compte qu'il y a des territoires où les Français d'ailleurs vont vivre plus souvent qu'ailleurs. Il y a une conquête de l'Ouest aujourd'hui. Et quand vous faites la carte des territoires, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le taux de chômage, par exemple en Mayenne, eh bien, il est 2 fois plus faible que la moyenne nationale. Il est autour de 5%. Dans le Bressuiret, le pays de Liège, malgré Liège, il y a aussi un taux de chômage de 5%. Et il y a des gros bourgs, des villages, plein à craquer d'entreprises, de gens qui sont entreprenants. Alors il n'y a pas nécessairement de technopole. J'aime bien raconter qu'à Bressuire, il y a une bocapole, c'est-à-dire une technopole au sein du bocage. Donc ils ne sont pas prétentieux, mais simplement il y a des gens il y a une valeur travail, il y a des valeurs de cohésion collective, il y a ce qu'on appelle une harmonie sociale. Et c'est là un des messages qu'on a tiré de ce rapport, je dis on parce que je n'ai pas fait ça tout seul, j'ai fait qu'une synthèse simplement de réflexions d'autres, le message qu'on a tiré de ce rapport sur libérer l'innovation dans les territoires. On s'est rendu compte que finalement les pôles de compétitivité dont on parle tant, eh bien c'est important mais ce n'est pas l'essentiel. Que les pôles de compétitivité sont beaucoup moins importants pour la distribution des revenus et la répartition des revenus sur le territoire que les pôles de qualité de vie. Et qu'il n'y a pas de pôle de compétitivité durable s'il n'y a pas de pôle de qualité de vie. Donc c'est quoi la qualité de vie? C'est d'abord la sécurité des biens et des personnes. Car quand on est dans l'insécurité, on ne se rend pas compte à quel point la qualité de la vie personnelle se dégrade. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans que personne ne l'ait remarqué, mais je le montre très bien sur une carte, eh bien, quand on regarde la carte des zones urbaines sensibles et la carte des migrations des retraités, les cartes des zones urbaines sensibles, vous avez une ligne en gros à droite d'une ligne qui vous fait Le Havre, Marseille, et puis la carte qui attire les retraités, donc qui se remplit des retraités qui viennent de l'autre côté, c'est exactement la carte symétrique. C'est-à-dire qu'ils partent tous dans le sud-ouest ou dans l'ouest, tout simplement parce qu'ils viennent chercher des lieux où il n'y a pas d'insécurité de biens et de personnes. Des lieux aussi où il y a de l'harmonie sociale, où il y a une intensité de la vie culturelle et associative. Des lieux aussi où il n'y a pas trop d'inégalités. Alors ça, c'était une des choses assez amusantes à relever, c'est que les inégalités trop fortes rendent les gens malheureux. Nous sommes malheureux aujourd'hui avec 50% de niveau de vie en plus qu'en 1980. Pourquoi? Parce que nous sommes frustrés, non pas au lieu d'être contents de ce qu'on a, on est frustrés de ce qu'on n'a pas. Et je me souviens de ma première leçon d'économie, donc il y a plus de 40 ans, on disait, quand mon voisin s'achète une grosse voiture, mon niveau de vie relatif baisse. Et donc par conséquent, on voit bien que les technologies de l'information ont rendu finalement plus visible un certain nombre d'inégalités, donc plus insupportables. Et donc il y a un travail à faire sur soi, sur le Q0, partir de soi,
Donc chacun doit faire un travail sur le fait que de toute façon, il n'aura jamais tout ce qu'ont tous les autres, et qu'il doit d'abord être heureux par rapport à lui-même. C'est un travail à faire sur soi, le fameux « connais-toi toi-même » des Kantiens. Et c'est d'ailleurs par ce premier chapitre que je commence, après avoir fait ces préambules, qui sont un peu longs, mais qui sont importants parce que c'est les assises, c'est par ce premier chapitre que je commence « partir de soi », transformer ses faiblesses en force, le handicap, une différence à positiver. Alors c'est l'histoire de Bachir Keroumi, que j'ai déjà évoquée, et qui vous montre très clairement, par son histoire personnelle, il a montré dans une thèse, aujourd'hui, c'est pas une légende, hein, c'est un homme que vous pouvez rencontrer à la mairie de Paris, qui a refusé d'ailleurs de continuer à s'occuper des handicapés, parce qu'il considérait on continuait à les maintenir en assistance, et il montre dans ses travaux, et par son vécu personnel, qu'il faut savoir donc dépasser sa contrainte, hein, transformer le handicap en force, et il a montré dans sa thèse que lorsque vous mettez un handicapé dans un service, dans une entreprise, ça augmente la productivité du service. À une condition suspensive, c'est que le handicapé soit mis en place par les managers et pas par les travailleurs sociaux. Parce qu'il explique que lorsque vous les mettez entre les mains des travailleurs sociaux, ben d'abord ils n'ont pas la capacité de les mettre, de rendre économique leur différence, de la valoriser, mais surtout, et c'est presque inconscient sans doute, comme ils vivent du handicap, ils n'ont pas du tout envie que ceux qui les fait vivre disparaissent. Et donc il a un message très dur, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres travaux, comme pour les SDF. À la fin du livre, j'épingle la politique d'assistance. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 130 000 SDF dans ce pays, dont 34 000 sans-abri. Mais quand on regarde l'argent que la collectivité met sur les SDF, on se rend compte qu'il y a en gros 80 à 90 euros par jour. Ça dépend des sources. Mais qu'en réalité, il y a 80% de cette somme qui est consacrée à l'entretien des brancardiers et des brancards. Il y a 10 000 travailleurs sociaux qui s'en occupent. Donc, d'une certaine manière, on peut penser, et ce n'est pas de leur faute, qu'objectivement, ils sont là pour s'occuper des blessés et qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait toujours des blessés de la route sociale, comme je les appelle, et qui ont intérêt à ce qu'il y ait toujours des blessés. Alors, quand on regarde ce problème, l'origine d'ailleurs des SDF, 40% d'entre eux sont des enfants de la DAS. Donc c'est des enfants qui sont des blessés de la route familiale, d'abord, dont personne ne parle, les questions familiales. J'avais fait un rapport qui est passé inaperçu, pourtant avec Kevin Sulro, sur ces questions de la famille et une affaire publique. Donc on voit bien qu'il y a des responsabilités qui ne sont pas celles de la société marchande, qui renvoient à des responsabilités locales et individuelles. Bon. Et puis on se rend compte aussi, et ça c'est un vieux problème, déjà sous Jean Lebon en 1351, il était écrit que c'était un délit que de faire l'aumône à des gens bien portants. Donc les gens bien portants, il faut les mettre au boulot. C'est comme ça qu'ils retrouvent un sens à leur vie, puisque le travail, c'est aussi du lien social. Et ceux qui ne sont pas bien portants, il faut les soigner pour qu'ils soient aptes à retrouver un travail. Et je vais même plus loin, il y a naturellement ceux qui ont un handicap physique, qui ont été un accident de santé ou un accident du travail qui n'a pas été reconnu, ou tout simplement on n'est pas égaux face à la santé. Eh bien, on devrait avoir des emplois réservés plutôt que de les exclure. Et je donne une image assez amusante, c'est que pour être derrière les guichets de la RATP, où on donne quelquefois des renseignements et plus de tickets, eh bien on pourrait avoir des emplois réservés à ceux qui sont justement ces blessés de la route sociale ou de la route familiale en priorité, comme on l'a fait dans le passé. Alors, ça c'est la première histoire, et puis il y en a d'autres, il y en a 13 autres que je raconte, qui sont non seulement des histoires d'administrateurs, il n'y a pas que des entrepreneurs, je pense au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, Patrick Négaret, qui est depuis 20 ans dans la Sarthe. Et c'est d'ailleurs une différence qu'il a par rapport à des préfets qui passent que tous les 15 mois. Pour faire un travail sur le terrain, toutes mes belles histoires sont fondées sur une génération. Ça ne peut pas être le temps d'un soir aux 20h au journal télévisé et de décisions qui ne sont pas suivies des faits. Il y a un problème d'horloge, en quelque sorte, de contradiction des horloges. Le temps de l'action sur le terrain n'est pas le temps politique et encore moins le temps des médias, qui est celui de l'immédiat. Et donc, Patrick Négaret, après un travail de terrain, de sensibilisation des populations sur les questions de médecine préventive, de responsabilité des individus dans leur comportement individuel d'alimentation, etc., vis-à-vis de la santé. Donc pas agir simplement en réparation, mais aussi en prévention. Et on sait qu'il n'y a pas assez de dépenses. Il y a moins de 2,5% des dépenses de santé qui sont dans la prévention aujourd'hui, alors qu'on sait ce qu'il faudrait faire en amont, plutôt que d'attendre que les gens soient malades. Parce qu'ils ont mal mangé, la malbouffe, etc. Eh bien, il a réussi, après avoir préparé le terrain, ça ne se fait pas une bonne idée, elle ne s'impose pas d'elle-même, il faut le temps d'appropriation. Il a réussi à diviser par 3, par exemple, les arrêts de maladie dans la Sarthe par un simple envoi de courrier, en recensant les gens qui avaient été absents, parce que les technologies de l'information arrêtés 2 ou 3 fois dans les 18 mois précédents, en envoyant un gentil courrier. On espère que maintenant vous allez mieux.
Et si vous n'allez pas bien à nouveau, eh bien on viendra vous voir. Et naturellement, comme par hasard, dans les 2 tiers des cas, les individus qui avaient été arrêtés, sans doute de manière complaisante pour une bonne partie, vont beaucoup mieux, et il y a donc une baisse très, très importante. Donc vous voyez que des arrêts. Et donc on peut, à partir d'une même situation, avec des mesures qui ne sont pas coercitives, qui sont participatives, changer complètement le cours des choses. C'est une des choses qui m'avait frappé dans les entreprises. Entre un bateau qui coule et un bateau qui flotte, il n'y a pas un grand écart. Et il suffit de perdre une dizaine d'euros, une cinquantaine d'euros par véhicule qu'on vend pour gagner ou perdre de l'argent. Bon. Donc ça, c'est une belle histoire parmi d'autres. Et je raconte aussi la saga de Pascal Pellan, qui est à Ploufragan. Alors, peu de gens savent où est Ploufragan, c'est le CFA, le centre de formation des apprentis de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Bon. Il arrive il y a 20 ans, lui aussi, et là, il fait le temps du constat, on est nul. Le temps du diagnostic, comprendre pourquoi. Le temps de l'action et le temps de la réussite. Et aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui est visité par les premiers ministres, comme l'était il y a une vingtaine d'années l'UTC de Compiègne, parce qu'il y a un VIPOL, c'est-à-dire qu'il y a une formation alors qu'il y avait un taux d'échec à l'apprentissage, les effectifs fondaient, etc. Aujourd'hui, il y a du bac+4 en maintenance automobile. Les constructeurs automobiles, alors que ce n'est pas leur berceau historique, investissent massivement et sur le plan national pour faire de la recherche sur la route du futur, le véhicule du futur, donnent des moyens. Et puis, ce qui a été décliné pour l'automobile, le VIPOL, est décliné ensemble sur le BATIPOL, sur le bâtiment, et aussi sur les cités du goût et des saveurs, sur l'alimentation, en lien d'ailleurs avec le vieillissement, la santé et le tourisme, puisqu'on est en Bretagne. Donc ça, c'est des hommes sur 20 ans qui non seulement ont su agir, et pas tout seuls, il y a des terreaux. Alors c'est là on retrouve cette histoire d'harmonie sociale. Il y a des territoires où ceux qui prennent des initiatives sont plus encouragés par les autres, alors qu'il y a d'autres territoires où on a l'impression que dès que quelqu'un se lève pour prendre une initiative, il a contre lui tous ceux qui voudraient faire la même chose, tous ceux qui voudraient faire le contraire, et la masse de ceux qui veulent qu'on fasse rien. Bon. Donc là, c'est ce qui renvoie à des facteurs culturels et endogènes, et je fais des comparaisons, naturellement, entre la Vendée, et la Vendée, et puis le Vendômois, où j'ai vécu. Le Vendômois, 15 ans, le Vendômois, il y a un TGV, mais ce n'est pas les infrastructures qui font le développement. Alors dans le Bressuiret, il n'y a pas d'usine, il n'y a plus qu'une population vieillissante, et fleurie quand même, c'est une belle ville fleurie. Bon. Mais alors qu'en Vendée, ou dans le Choletais, ou dans le Bressuiret, il n'y a pas de chemin de fer. Parce qu'ils ont été punis par la Révolution. Donc ce n'est pas les infrastructures qui font le développement, c'est les hommes, c'est le développement qui apporte après les infrastructures. Aujourd'hui, ils ont des routes à 4 voies. Et d'ailleurs, à Nantes, ils ont l'impression d'être colonisés par les patrons vendéens qui viennent s'installer autour de Nantes pour faire des allers-retours sur Paris. Voilà pour quelques belles histoires. Et puis il y en a d'autres, d'entrepreneurs, purs. Alors, restons dans le coin. Machecoul. Machecoul, c'est pas si loin. Hein, c'est à quelques kilomètres de Nantes, et c'est le début de la Vendée sans y être vraiment. Bon. Eh bien, à Machecoul, vous avez quelqu'un qui s'appelle Pascal Beyevert, qui avait, il y a 30 ans, une vingtaine de vaches. Il avait une vingtaine d'années, et il a décidé, il faisait un peu les marchés pour vendre du lait caillé, et puis il a décidé qu'il était mort, de toute façon, face à la grande distribution. Hein, et il a dit à ses parents, pourtant fils unique, je ne reprends pas la ferme. Et puis en plus, sa compagne faisait de la comptabilité, elle n'avait pas envie de faire les traites le dimanche. Bon, il explique ça aussi, donc il fallait trouver une solution. Ou il changeait de compagne. Hein. Donc il a fait les deux à la fois, il a gardé la compagne et il a changé de boulot. Et il s'est mis à devenir le leader du fromage au lait cru. Il affine, comme ce n'est pas une région fromagère, il affine le fromage des autres. Il a transformé sa faiblesse en force. Il n'y a pas de fromage. Donc on peut vendre tous les autres fromages puisqu'on n'en a pas. C'est assez intéressant. S'il avait été une région de tradition du reblochon, il aurait été obligé de vendre du reblochon. Et donc, aujourd'hui, il a 14 magasins à Paris, il en ouvre un à Londres, enfin, il l'a ouvert. Voilà une belle saga. Et puis, alors, une des plus belles aussi que j'aime bien raconter, c'est celle de Pierre Rioux. Sa boîte s'appelle VIP. C'est plutôt sympathique. Ça veut dire Very Isolation de Pont-Audemer. C'est aujourd'hui le numéro 2 derrière Saint-Gobain. Alors, quand on regarde son histoire, que je raconte grâce à lui, parce que là, j'ai été recueillir un peu son histoire de près, et c'était très émouvant, c'est Cosette, en culotte courte. Il est fils de commis de ferme, dans l'Île-de-France. Il est orphelin à 6 ans, mais il ne le sera qu'à 9 ans, parce qu'il est dans un SANA. Il n'a jamais passé le certificat d'études. Il a été réformé du service militaire, parce que pourtant il a appris à fumer, à jouer au tarot et à avoir des copains. Bon, il a une histoire qui donne presque envie de pleurer quand on la lit. Eh bien, aujourd'hui, numéro 2 derrière Saint-Gobain, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours refusé
d'être au chômage. Il a fini par faire un CAP voie longue de mécanicien, donc il a des compétences techniques, de réparation de moteurs, etc. Et un jour, il s'est retrouvé au chômage avec son épouse parce qu'ils avaient travaillé dans un camping juste avant le choc pétrolier, à monter des bungalows. Et puis, il s'est retrouvé au chômage, il n'avait même pas été s'inscrire à la CEDIC, il s'est mis à vendre sur les marchés des fenêtres isolées pour les maisons des Parisiens qui étaient en Normandie, à Pont-de-Mer. Et puis il s'est rendu compte que les verres cassaient, puis que Saint-Gobain n'arrivait pas à renouveler et répondre à ses besoins. Et donc il s'est mis tout simplement à rechercher des solutions techniques, parce que l'innovation, c'est d'abord quelque chose de technique, c'est répondre à un besoin du marché des clients. Donc il a fait les salons, les foires, il a inventé des procédés, et son seul diplôme, c'est un diplôme de brevet d'inventeur qui lui a été remis par la haie. Et aujourd'hui, à force de rachat d'entreprises, VIP, VIC, Very Isolation du Cotentin, de Bretagne, etc., eh bien, il a accompagné les ministres, il a racheté aussi du verre blindé, et donc il est allé en Irak. Voilà une belle saga d'entrepreneurs. Et ce livre, eh bien, j'en raconte 14 comme ça, qui montrent que finalement, il ne faut jamais désespérer. Tant qu'il y a des hommes porteurs de projets qui sont capables de partir de leurs différences pour les transformer en force, y compris ces handicaps qu'il faut savoir positiver. Et reprenons ce que me disait Bachir Kéroumi, et c'est plutôt sympathique. Et non seulement il me disait « je viens au CNAM les yeux fermés », mais il ajoutait « les femmes, je ne les vois pas, il faut bien que je les touche pour les reconnaître ». Et donc il avait un avantage sur les voyants, à tel point que je lui disais souvent « de temps en temps, j'aimerais bien jouer à l'aveugle pour voir ». Et donc on voit bien que finalement, face aux crises que l'on subit, face à toutes ces mutations qui sont devant nous, eh bien, cessons de pleurer, cessons de baisser les bras, essayons de poser la question, à partir de nous, pourquoi nous ne ferions pas partout en France ce qui se passe dans certains territoires qui sont plus harmonieux que d'autres. Donc il faut, et c'est la responsabilité des politiques, c'est de donner les conditions d'harmonie qui permettront à ceux qui voudront prendre en main leur destin, qui voudront construire des projets, à agir tous ensemble, plutôt que d'avoir des bâtons dans les roues qui viendraient d'en haut. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans notre rapport, nous avions proposé, et je propose toujours, que les préfets et sous-préfets soient là pour enlever les bâtons dans les roues et faire jouer l'expérimentation, plutôt que de faire jouer l'empêchement des réglementations. Voilà, l'avenir est à construire, et si nous suivons ces voies optimistes, j'espère pour vous, aussi comme pour moi, eh bien, il ne sera pas détruit.